Je pense que vous avez parlé de bénéfices-risques. Je pense que comme association, on a vraiment un rôle de pédagogie pour expliquer quand même à nos adhérents, à nos familles, un peu le protocole de recherche, comment ça marche, etc. Ça reste du médicament, ça reste... voilà, tout ce qu'on va ingérer peut avoir un risque. Donc, à quel prix ? Jusqu'où on veut aller pour la santé de nos enfants ? C'est toujours une histoire de balance et je pense que parfois il faut être prudent et attendre aussi l'autorisation de mise sur le marché. C'est fait pour ça. Oui, je voulais juste rajouter un bon exemple au sujet de donner un produit en cours de développement. Si je prends l'exemple du produit Roche, donc l'effet que ça a sur le système GABAergique, ça inverse au niveau du récepteur l'effet du système GABAergique, donc pour rééquilibrer la balance entre le glutamate et le GABA. Donc à la naissance et jusqu'à 1 an ou 2 ans, je pense que vous confirmerez, le système GABAergique est excitateur. Donc si on donne notre produit ou à l'âge de 1 an, l'effet secondaire potentiel, ce sont des crises d'épilepsie. Donc d'où l'intérêt d'abord d'aller doucement dans le développement. Alors je parle en ce qui concerne le produit Roche, et par étapes, chez l'adulte, chez les adolescents, chez l'enfant, et probablement pas en dessous de 2 ans, mais ça c'est en cours de discussion. Pour faire le lien tout de suite, pardon, Ézéchiel, en complément de ce que tu disais tout à l'heure, je parle en tant que papa et néphrologue. Tu l'as bien précisé, c'est non seulement, enfin tout le monde le dit, dose dépendant, et tout à l'heure tu l'as dit par rapport à la physiologie de l'accouchement, et ça avait été bien montré par les études épidémiologiques des Scandinaves, c'est les premiers à avoir montré les rapports entre prématurité et autisme. Et en France, on a un gynécologue obstétricien qui a pris sa retraite et qui vit maintenant à Londres et qui avait colligé beaucoup de résultats là-dessus. Mais donc ce qui est intéressant, il faut faire attention, un diurétique qui est donné pendant la grossesse peut être très néfaste pour les enfants. Et donc, n'allons pas proposer, autant il y a des femmes enceintes que je connais qui ont pris des extraits de thé vert pendant la grossesse, je ne pense pas que ce soit toxique. Je n'en sais rien. Hein. Peut-être qu'on a les mêmes effets bénéfiques que chez les petits souriceaux des souris gestantes. Mais en tout cas, des diurétiques, je dis aux femmes gestantes, mais des diurétiques pendant la grossesse ne sont pas du tout recommandés. Alors la réponse est la suivante. Donnée numéro 1, les Danois ont fait un essai chez des femmes hypertendues pendant la grossesse et ils ont donné des diurétiques. Parce que l'hypertension est un gros problème, évidemment. Donc, et pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut comprendre que... pour répondre aussi à ce qui vient d'être dit, à la naissance, chez l'homme, contrairement à la souris, le chlore est déjà bas. Parce qu'évidemment, la souris, quand elle naît, elle n'a pas la maturité du bébé qui vient de naître. Chez nous, ça se passe in utero, le shift. En tout cas chez les sages, chez l'homme probablement aussi. Mais, et c'est là le point important, si le chlore est normal et vous avez un stress, il va augmenter. C'est là où le diurétique est utile. Ça veut dire qu'à la naissance, même si chez nous le chlore est déjà bas, le stress va l'augmenter et le diurétique va empêcher cette augmentation qui peut être néfaste si il y a en même temps un autre problème, un oxy, insulte, etc. Donc, il faut comprendre que, et c'est le problème, une des raisons pour laquelle je suis extrêmement réfractaire à toutes ces approches génétiques, notamment, c'est parce que la biologie, c'est un corps vivant dynamique. Si on mesure le chlore comme ça, de façon statique, dans un cerveau qui est dormi pendant une journée, le chlore sera bas probablement. Mais dès que l'activité commence, il augmente. Il faut le réguler. Donc il faut voir ça de façon dynamique. C'est pas du tout une valeur... la valeur statique ne veut rigoureusement rien dire. C'est en fonction de l'activité. Le plus il y a d'activité, le plus il va augmenter, le plus on aura besoin de le réduire. Et pendant l'accouchement, il augmente. Maintenant, je veux revenir à ce qui a été dit ici. J'ai un problème avec cette espèce de, j'allais dire, tarte à la crème, que les maladies sont dues à un déséquilibre excitation-inhibition. Je ne connais pas une seule maladie
dans lequel il n'y a pas un déséquilibre excitation-inhibition. Ce n'est pas spécifique d'une maladie particulière. À l'excès, c'est de l'épilepsie, mais dans les Down et dans d'autres maladies, je veux dire, ce n'est pas ça qui va permettre de trouver un traitement. C'est pas ça du tout. Et par rapport à l'alpha 5, vous avez dit qu'il y a une augmentation de l'inhibition. Ben, c'est contesté. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé ça. Moi, j'ai enregistré des souris Down. La fréquence des courants synaptiques GABAergiques n'est pas augmentée. Et Laura Kanchad a fait pareil. Elle n'a pas trouvé une augmentation non plus. Donc, je veux dire que baser un truc sur le déséquilibre sur l'inhibition n'est pas une stratégie viable. Il faut plutôt affiner ça. Alors, je reconnais qu'un diurétique, c'est moins stimulant qu'un produit breveté qui agit sur alpha 5. Je comprends très bien. J'étais chez Roche, d'ailleurs, j'ai vu que nous avions une vision un peu différente. Moi, c'est pas les sous qui m'intéressent. Mais enfin, bon, passons. Toujours est-il, c'est que l'équilibre inhibition-excitation n'est pas une cible vraiment thérapeutique. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de réduire les conséquences de cette activité-là. Je regrette si je suis un peu, comment dirais-je, véhément, mais c'est parce que mes collègues chercheurs sont souvent extrêmement conservateurs. Ils n'osent pas prendre des risques en posant des questions un tout petit peu en dehors des clous. Et c'est vrai qu'il faut poser des questions en dehors des clous si on veut avancer. Avant la question suivante, je vais vous donner le micro tout de suite et ensuite en haut. Je voulais rappeler à propos de l'innocuité un effet secondaire qui a été grave il y a 5 ans en France. C'est à propos du thé vert. Le thé vert a été donné avant d'être proposé là-dedans chez les femmes qui désiraient perdre quelques kilos avant l'été. Et je vous rappelle qu'il y avait une alerte de l'ANSM sérieuse puisqu'il y en a eu une épidémie d'hépatite fulminante avec des extraits de thé vert importés de Chine et qui avaient subi des fermentations qui n'étaient pas saines et normales. Donc méfiez-vous de ce que vous achetez. Le thé vert, qui est un produit qui peut être d'une innocuité conséquente, peut aussi avoir subi des transformations ou des produits frelatés. Donc faites très attention à ce que vous achetez. Je pense que c'est pas Raphaël Latoré qui va me contredire. Un droit de réponse de Roche. Oui, merci, c'est gentil. Non, c'est fair play de me donner le droit de réponse. Donc, mon objectif ici n'est absolument pas de vendre mon produit Roche. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Ce que je voulais faire, c'était partager avec vous l'expérience que j'ai en termes d'essais cliniques dans la trisomie 21, ce qui n'a encore jamais été fait, encore une fois, par un labo pharmaceutique. Et j'ai simplifié le tableau de l'hypothèse de travail. C'est facile, évidemment, maintenant, de dire que cette hypothèse est complètement farfelue, mais c'est pas l'objectif. Il s'agit d'une molécule qui produit un effet sur un modèle de souris qui représente la trisomie 21. J'ai pas eu le temps, ni ce n'était pas l'occasion ici de démontrer les résultats, mais on ne s'est pas lancé dans les essais cliniques, phase 1, phase 2, chez l'adulte, chez l'enfant, sans l'accord des autorités de santé, sans l'accord et un travail de discussion avec les autorités européennes et américaines, et également avec des essais cliniques de phase 1 et phase 2, encore une fois, qui ont montré des résultats encourageants et des modèles animaux également encourageants. Alors merci pour le droit de réponse. Non, et puis c'est effectivement intéressant de voir que moi, c'est ce que je salue quand même si l'industrie pharmaceutique peut être suspecte de vouloir faire des sous derrière. C'est déjà intéressant de s'adresser à une maladie qui reste relativement rare et qui jusqu'à maintenant n'a pas intéressé les labos. Et puis, on voit le problème de la recherche, c'est-à-dire que vous avez effectivement devant vous toute une palette de chercheurs. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, ça bouge, qui s'y intéresse, et ça permet de voir aussi qu'on est sur des hypothèses diverses, et que c'est des études, et qu'au bout du terme, on verra lequel a un effet, et que dans 2 ans ou dans 3 ans, quand on se reverra, on dira il faut peut-être combiner cette méthode, plus chez le petit ceci, plus chez le grand cela. Oui, donc je voudrais compléter ce que vous venez de dire. Je pense que c'est très important. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec Ezekiel, parce que je pense que c'est très bien, c'est très très bien qu'il y ait des grosses sociétés pharmaceutiques qui s'intéressent au domaine. Alors, peut-être veulent-elles avoir un marché par derrière, mais je pense que ça, moi, avec donc Clotilde, Aimé Ravel et Henri Bléau, nous avons un peu vu évoluer le domaine, et je pense que depuis 15 ans,
un peu plus d'une quinzaine d'années, on est passé quand même d'un domaine qui était extrêmement figé, où on avait peu de perspectives thérapeutiques, à un domaine où il y a beaucoup de perspectives thérapeutiques qui voient le jour. Par contre, je pense qu'il faut effectivement avoir une grande prudence et dans l'annonce des résultats, parce que Vincent nous a dit tout à l'heure toutes les difficultés que c'était d'avoir un essai clinique bien conduit et qui donne des résultats. Donc prudence dans les résultats, dans la façon dont on fait l'étude. Et en même temps, je pense que c'est un domaine qui est en complète ébullition aujourd'hui, et je pense que ça, c'est très très bien. Et surtout, je pense qu'il faut que les scientifiques et les sociétés pharmaceutiques qui ont quand même aussi, on l'a vu par la vie personnelle et familiale de Xavier, qui ont aussi envie que les choses avancent, il faut surtout que tout le monde travaille dans le même esprit. Alors, je vais me corriger. Je vais vous expliquer le problème. Quand j'ai commencé à avoir des résultats positifs sur l'autisme, je suis allé voir Roche. C'est confidentiel, hein. Et non, pas vous. J'ai vu des... Bon. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, écoute, ton truc, il est pas mal. Nous sommes lancés sur le M2R. Là, nous avons un brevet, et donc ton truc, c'est un générique, donc ça ne va pas gagner des milliards, donc ça ne nous intéresse pas. Texto. Je leur ai répondu, le M2R ne marchera pas. Il s'avère que j'ai travaillé pendant des années sur le M2R. Ça a un effet sur des dizaines de processus différents. C'est pas une bonne approche. Ils ont mis, je sais plus combien de millions dessus, et ça n'a pas marché. Ils auraient mieux fait, à mon avis, de faire un tout petit... D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Si vous prenez des journaux Drug and Discovery, une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup d'échecs dans toute une série de maladies, c'est parce que la partie préclinique est mal faite. Elle est mal faite parce qu'on se base sur une publication dans Science ou autre. Et je pense qu'il faut investir beaucoup plus en préclinique. Mais non, soyons sérieux, c'est pas un problème de Roche. Évidemment que je suis ravi que les boîtes pharmaceutiques s'y intéressent. Heureusement, sans ça, il n'y aura pas de médicaments. Mais il faut une étude préclinique infiniment plus sérieuse. Je ne suis pas convaincu que l'étude préclinique est toujours bien faite uniquement dans l'industrie pharmaceutique. Très bien, parfait. Donc c'est vraiment la partie préclinique qui est importante. Et pas d'autres arguments, évidemment. Les sous, c'est important, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si la préclinique est mal faite, le reste, si elle est bien faite, ça ne veut pas dire qu'après on va guérir. Mais si elle est mal faite, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et dans le cas d'X fragile, il y a pas mal d'équipes qui n'ont pas confirmé ce que Marc Baer avait publié. Donc, c'est débattable. Oui, donc moi je suis maman d'une jeune fille porteuse de trisomie 21 et seulement maman. Donc j'ai pas tout suivi tout ce matin. Notamment l'exposé de Monsieur Benharib ont été très intéressants, mais alors j'ai pas tout compris. Valium, diurétique, anxiolytique. Le Valium est un diurétique. Enfin voilà, j'aurais aimé quelques explications complémentaires là-dessus. Merci. Je suis vraiment désolé, je parlais un peu vite. Je répète en 2 phrases. Le Valium est un anxiolytique qui agit en augmentant l'efficacité de l'inhibition GABAergique. L'inhibition GABAergique, c'est une inhibition qui est importante dans notre cerveau. Ce que le Valium fait, c'est qu'il augmente l'efficacité de cette inhibition. L'inhibition est médiée par une entrée de chlore. Si jamais il y a beaucoup de chlore dedans, il va sortir. Et s'il sort, l'effet, électriquement parlant, sera opposé. Le GABA, à la place d'inhiber, va exciter. À la place d'être, schématiquement, moins anxieuse, vous allez être plus anxieuse. À la place d'être plus calme, vous allez être hyper agité. Parce que le GABA a un effet opposé quand le chlore est élevé. D'accord? Ça va là? Oui? Et alors, le diurétique, ce qu'il fait, il n'agit pas sur le GABA, le diurétique. Il baisse le chlore. Et en baissant le chlore, il est censé restaurer une inhibition qui a été affectée par le fait que le chlore est élevé. Donc le diurétique n'agit pas du tout sur ça n'a rien à voir avec le récepteur GABAergique. Ce que le diurétique fait, c'est qu'il réduit l'entrée de chlore. Et la conséquence d'une baisse de chlore, c'est que le GABA a une efficacité inhibitrice accrue. D'accord? C'est clair ou... Merci. Bonjour. Pour Monsieur de la Touré, est-ce que vous pourriez préciser le calendrier de la dernière phase de l'étude, notamment à l'égard des enfants? Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez préciser le calendrier de l'étude dont vous aviez évoqué pour les enfants? Oh, je n'ai pas en rallye. Alors, je ne sais pas si je serais capable de faire des études sur les enfants. Voilà.
Il n'y a pas de financement, alors... Donc la préconisation de donner d'ores et déjà de l'ECGC aux enfants n'est pas absurde. Excusez-moi. Le fait de donner aux enfants d'ores et déjà, même si la troisième phase n'est pas faite, n'est pas absurde. De donner de l'ECGC, vous évoquiez tout à l'heure une mise sur le marché en 2015. Oui. Mais si je comprends bien, le produit qui va être mis en vente en mois de mai, on va recommander que c'est seulement pour des jeunes de 18 ans ou plus âgés. Un point, c'est tout. Celle-ci va être la recommandation. Du fait de ce que lui, il a dit, moi je suis convaincu qu'il y aura de très bons résultats. Mais il faut se rendre aussi compte que un des problèmes en fait qu'il y a ici dans cette salle, c'est qu'on a beaucoup de mal à définir qu'est-ce que ça veut dire efficacité. On a beaucoup de mal à définir qu'est-ce que ça veut dire efficacité dans toutes ces maladies-là. Moi, je crois que le cas le plus... du fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur le X-Fragile, c'est là où ils se sont gourés vraiment sur des problèmes, des très grandes difficultés à dire qu'est-ce que serait efficace. Il y a ces populations qui, apparemment, elles répondent au traitement, d'autres que non, etc. Non. Alors, quand on rentre dans la population des pédiatriques, l'évaluation n'est pas la même que chez les adultes. Il faut complètement changer comment est-ce qu'on évalue l'efficacité. Et si jamais on tombe sur des populations comme celle de Clotilde de 0 à 3 ou 4 mois, c'est encore pire. C'est pas facile. C'est pas tout simplement les enfants, c'est pas des adultes plus petits, disons. Non, il faut pas voir ça comme ça, pas du tout. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur les problèmes de dose quand même, parce que on a fait des essais avec le GCG donc sur les modèles de souris, en particulier à l'âge adulte. Et en utilisant des doses qui étaient 60 fois plus fortes que celles utilisées chez l'homme, on s'aperçoit qu'on a des effets biochimiques inverses aux effets espérés. Donc la dose, effectivement, est aussi critique. Alors, effectivement, par rapport à la question sur les enfants, il faut aussi pouvoir réévaluer les problèmes de dose chez les enfants quand on passe de l'adulte à l'enfant. Et ça, pour l'instant, c'est pas fait. C'est pas fait, et c'est pas fait pour plein de molécules qu'on administre tous les jours. Hein, il y a une demande de l'Agence européenne du médicament que tous les médicaments qui sont actuellement utilisés en pédiatrie soient retestés. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Oui, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Pour la plupart, en tant que clinicien, je peux vous dire que quelquefois, on baisse de moitié, on essaie de mettre par rapport au poids, mais on ne sait pas du tout ce qu'on fait. J'avais une remarque et une question. Raphaël, tu as dit que l'éducation interfère sur les taux de dire qu'un A, ou ça, tu as dit, on s'est aperçu en faisant dans le programme, parce qu'initialement il y avait EGCG sans éducation, et après il y a eu éducation systématique avec ou sans EGCG. Et donc, moi ce qui m'intéresserait de voir, c'est qu'est-ce que... Oui, non, ça y est, mais d'accord, mais il faut le dire, faut le dire clairement. Et je me souviens d'une phrase de Maria Montessori de 1898 qui disait, dans la déficience intellectuelle, la solution n'est peut-être pas tant médicale que éducative. Donc, je veux dire, fin du 19e, et elle avait traduit les travaux de Jean Itard et Édouard Séguin. Édouard Séguin, c'est la deuxième description internationale de la trisomie 21, pour faire un peu d'histoire de la santé. Et donc, je pense que c'est important qu'on se rappelle que l'éducation, et la plupart des associations ont un grand rôle dans l'éducation et la promotion de l'éducation. Hein, tu parlais d'enrichissement tout à l'heure, prouvé sur des souris, l'enrichissement de l'environnement. Hein, on est dans l'éducation précoce et très précoce, et je fais le lien avec tout ce qu'on fait. Hein, les nouveaux horizons, quand même, faut jamais oublier que l'éducation, c'est la base. Et que les médicaments ne sont là que pour aider un petit peu. Et alors, ma petite question pour Yézéchiel, pourquoi avoir choisi le bumétamide plutôt que le furosémide?
Parce que ils s'inhibent autant l'un que l'autre, le NAK de CL. C'est très facile, le bumétanide est beaucoup plus spécifique de NKCC1, infiniment plus spécifique. Furosémide a aussi une action sur KCC2. Parce qu'il m'a pas entendu. Oui. Je vais parler plus fort. Le furosémide Il marche, mais il marche. Non, mais là, il marche, là, non? Oui, il marche. Alors, je vais parler plus fort. Le bumétanide est très spécifique de NKCC1, le furosémide ne l'est pas. Il marche aussi sur KCC2, donc il a des effets mixtes. Oui, par rapport à ce que tu disais de l'éducation, tu vois ça, qui fait comme ça, c'est parce que les personnes avec la syndrome de Down, c'est des personnes, je ne veux pas raconter comment est-ce qu'ils sont, mais c'est des personnes très dynamiques qui adorent les jeux, les nouvelles technologies, etc. Et nous, on a commencé à utiliser cet ensemble de stimulation cognitive, qui en fait c'était un ensemble de stimulation cognitive qui a été conçu pour des maladies plutôt neurodégénératives. Et en fait, c'était un ensemble, disons, de différents tests. Et ce qu'on fait, c'est on choisit quel test on veut introduire, disons, dans l'ensemble qu'on appelle syndrome de Down. Ok? Et il y en a beaucoup qui, après 6 mois, ils ont complètement cramé l'étude, disons, le jeu. Ils en avaient marre parce que eux, ils étaient, disons, ils pouvaient pas améliorer. Tu vois? Alors, le problème, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que ils s'ennuyaient. Ils ont utilisé moins le programme de stimulation cognitive. Alors pour nous, le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un produit médical, DCCG, etc., mais aussi c'est d'avoir des protocoles de stimulation cognitive où les jeunes ne se lassent pas de les utiliser. Et ça, c'est pas si évident que ça. Alors moi, je voudrais revenir sur les questions de comment se procurer des gélules de thé vert, parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui vont nous le poser en consultation et beaucoup de gens qui vont aller passer leurs vacances en Espagne cet été pour essayer de trouver la poudre au chocolat à donner à leurs enfants. Attention, attention. Merci à Pierre d'avoir rappelé les hépatites fulminantes sur les extraits de thé vert pour la jeune femme qui voulait obtenir un amaigrissement. Mais on a régulièrement des soucis avec les molécules et je pense qu'il faut faire vraiment attention. Moi, je compare toujours le médicament et les vaccinations. Parce que je crois que ça illustre bien la question. Les vaccinations, elles sont recommandées parce que c'est prouvé que ça empêche de mourir. Voilà. Les vaccinations qui ne sont pas recommandées et qui existent, comme par exemple celle pour la varicelle, on les propose dans certaines situations où le surrisque de mourir à cause de la varicelle existe. C'est le cas par exemple des adolescents. Mais chez le tout petit enfant, la varicelle est une maladie bénigne et c'est très bien de la faire à la crèche comme tous les enfants. Voilà, donc attention, ne vous procurez pas, ne sortez pas des clous, faites confiance à la recherche, promouvez la recherche. Et nous, on sera là pour émettre les recommandations quand il y aura les arguments pour le faire. Bonjour, donc je suis le papa d'une jeune fille trisomique qui a 35 ans. Depuis le premier jour de la naissance, et grâce à tous les gens qui ont été autour de nous, notamment l'Institut Jérôme Lejeune, qu'on a eu la chance de connaître dès la naissance, et plein d'autres organisations qui nous ont aidés. Mon épouse aussi, qui est quand même pas complètement bête, docteur en mathématiques, ingénieur en calcul scientifique. Donc, on a passé notre vie jusqu'à aujourd'hui à éduquer tous les jours, puisque notre fille jusqu'à aujourd'hui vit avec nous, et on a passé notre temps, et c'est normal, hein, c'est pas une plainte, on est heureux de ça. Et malgré tout, si vous voulez, elle reste une enfant trisomique 21, avec le manque, bien évidemment, au niveau quotient intellectuel qu'elle peut avoir, et tous les autres petits soucis. Et donc, il ne faut pas se leurrer, il est indispensable d'éduquer au maximum des possibilités nos enfants. Comme tout autre enfant, même sans trisomie 21, vous prenez un enfant que vous mettez dans la jungle ou dans une famille, on ne va pas lui parler du tout, et vous verrez le résultat, bien évidemment, il est connu de tout le monde. Donc l'éducation est essentielle, mais elle ne peut pas, malheureusement, faire comme si notre enfant n'avait pas été trisomie 21. Ça aurait été un enfant totalement différent sans la trisomie 21. Donc je pense que si les médications un jour peuvent aider, il ne faut surtout pas s'en priver. Merci.
Oui, on entend là, oui. Oui, je voudrais revenir sur ce fameux médicament. Je suis d'accord avec vous entièrement, mais soyez là, on lâche une petite bombe. Enfin, elle est déjà lâchée depuis un petit bout de temps. Hein, c'est-à-dire que ce produit serait susceptible d'améliorer les performances sans aucun risque quand c'est un bon produit. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez en consultation, il y aura des parents qui chercheront à s'en procurer, et si éventuellement sur Internet. Hein, et donc, la meilleure mesure de prévention de santé publique, c'est au moins de leur présenter un produit qui soit sain, et que puisqu'il n'y a pas de risque, si le produit est de bonne qualité, il faut que les parents puissent se le procurer. Sinon, ils iront sur Internet, et effectivement, de temps en temps, on aura des catastrophes. Donc, ça me semble très important quand même qu'il y ait des informations sur où trouver un produit sain, et sur les doses à utiliser, les restrictions, etc. Sinon, les parents feront n'importe quoi. C'était la remarque que je faisais à Raphaël tout à l'heure. Clairement, il faudra que, quand ça sera sorti et disponible, on puisse donner l'endroit et avec les restrictions, c'est-à-dire de dire attention, c'est un produit qui est testé à partir de 12 ans. Et donc, donnez-le chez l'ado, parce que pour le moment, chez l'enfant, on ne sait pas combien. Voilà. Et je pense que ça, c'est le boulot aussi des associations, mais comme de la FRT, comme de Trisomie 21 France, comme de Reflet et des autres gestes et des autres associations, de diffuser le moment venu, c'est-à-dire quand ça sera disponible et quand les informations nous ont été données, avec les restrictions d'usage, même si c'est un complément alimentaire. Quand vous achetez des vitamines à la pharmacie, le pharmacien vous dit c'est pour un gamin de quel âge? Vous achetez de la zinc, il y a pour les tout petits, pour les moyens, pour les grands, pour les vieux. Voilà. Le Bion, c'est pareil, vous avez 3 formules pour les petits, pour les grands, pour les vieux. Donc là, ça sera pareil, et ben si c'est un truc qui est fait pour les moyens, ça sera que pour les moyens. On attend. Y a-t-il d'autres questions? On a épuisé le sujet. Une dernière? Allez. Une petite dernière, et après on laisse la parole à Jacqueline pour clore la session du jour, et nous serons quasiment dans les temps. Bon, bonjour, moi je suis papa d'un petit enfant de 14 mois. On entend souvent dire il n'y a pas de financement. Donc la question, comment, j'imagine que différentes associations ou énormément de personnes essayent d'aller chercher le mécénat, de promouvoir le mécénat. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de mécénat, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que parents, en tant que n'importe quoi, pour essayer d'aller chercher les financements qui manquent, puisque visiblement, c'est une question de financement. C'est à cause du financement qu'il n'y a pas d'études pour les enfants sur l'extrait de TVR. Je vais faire une partie de la réponse. Clairement, c'est aussi le rôle des associations. Jacqueline, hier, a lancé une demande en disant il y aura une boîte pour les programmes de recherche de la FRT. Raphaël nous dit bien que pour la phase suivante, il n'a pas d'argent. Là, quand les associations ont un moyen d'entrée, parce que dans le tas, il y a un papa qui bosse à la banque, dans une grande entreprise. Toutes les entreprises ont normalement une zone de mécénat, et le tout, c'est d'arriver à aller les chercher. Dans la FRT, on a des gens qui s'en occupent. Voilà. Oui, je voulais vous dire que pour préparer le colloque, nous avons sollicité une trentaine de fondations, et ça a été non partout. Donc voilà, on mène actuellement un autre rôle. On a créé une section départementale à FRT 78 pour solliciter les communes, les départements, et on a souvent une réponse actuelle, c'est diminution des dotations. Donc si les parents on n'organise pas ce qu'il faut pour faire rentrer de l'argent, eh bien les chercheurs pourront pas chercher. Alors à nous parents de nous mobiliser pour chercher l'argent, pour que les chercheurs cherchent chacun son travail. Voilà, c'est du lobbying. En gros, faites du lobbying. Secouez quand vous avez des gens que vous connaissez qui ont plein de sous, allez les chercher. Dites-leur qu'il faut donner pour la recherche, aussi pour la trisomie 21. Et après, on dispatchera. Hein. Une toute petite dernière intervention brève. Si tu promets pas que c'est bref, je te le donne pas. C'est bref. Pour répondre au papa du petit garçon de 14 mois, c'est ça? Le mien, il a pas encore 8 ans, mais quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent public dédié. Alors, ou qu'il y en a très peu. Parce que quand même,
Jean-Maurice Delabarre est un chercheur CNRS dans un laboratoire de faculté ou INSERM, je ne sais plus. Jean-Maurice, de faculté. Bon, donc c'est un laboratoire de faculté. Donc ils ont travaillé pendant des décennies quand même avec quelques crédits. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup. En France, on n'avait jamais mis d'argent public officiellement dans la recherche sur la trisomie 21. Pas beaucoup d'argent. Tout l'argent a été mis dans le dépistage et diagnostic. Donc la première partie des discussions qui a été faites hier matin. Même ça pose des questions éthiques. Et Jacqueline avait proposé que sur le diagnostic dosage sérique des marqueurs, échographie fœtale, que sur cet argent, ça vaut 100 €, qu'il y ait 2 € qui soient consacrés à la recherche. C'était une idée intéressante. Ça veut dire que sur ces 100 €, parce qu'en fait, la politique en France, vous savez, comme dans la prostitution, il y a deux politiques. Soit on est abolitionniste, soit on est permissiviste. Et ben, dans la trisomie 21, certains avaient dit, on met tout l'argent pour qu'il n'y en ait plus. Et certains en rêvaient. Souvenez-vous de la remarque du député il y a 1 an ou 2 qui disait, je comprends pas pourquoi il y a encore 4% de parents qui ne font pas d'interruption volontaire de grossesse pour des raisons médicales. Ce député-là, il comprenait pas. Il comprenait pas. Donc, je veux dire, il faut faire attention. Donc, si on met beaucoup d'argent pour le dépistage, on peut pas le mettre pour la recherche de traitement. Donc, je pense qu'il faut être complémentaire en disant, on peut faire une recherche diagnostique, et c'est là où c'est complémentaire, parce que si on fait le diagnostic tôt, peut-être qu'on pourra trouver des médicaments qui, donnés pendant la grossesse, sont efficaces et sans effet secondaire, et qui pourront être efficaces pour nos enfants. Et montrer aussi au grand public, et c'est là où notre rôle d'association, que ce n'est pas une maladie d'une telle gravité, que nos enfants ont leur place et ont toute leur dignité d'être humains et qui sont utiles à la société. Et un des arguments de la FRT, c'est donner à la recherche pour la trisomie 21, ça va aider tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on va faire la recherche sur l'Alzheimer, on va faire la recherche sur les cancers, on va faire la recherche sur les maladies cardiovasculaires. Donc c'est important si vous donnez pour la trisomie 21, ça va être utile pour toute la société. Donc c'est des arguments à faire passer. Bon. La salle est convaincue. Je donne la parole à Jacqueline London pour le mot de la fin. Alors si, j'ai fini. Il m'a donné le mot de la fin. Non, je voudrais quand même, premièrement, remercier les jeunes avec trisomie 21 qui sont restés dans la salle, qui ont écouté et pour qui ça avait de l'intérêt. Déjà, il y a 2 ans ou 3 ans, à Paris, on avait invité des jeunes à parler de leur vie. Et aujourd'hui, ils écoutent une conférence compliquée pour eux. Et on a donné des diapositives sous forme de papier pour pas mal des présentations. Et je trouve que c'est ça la leçon extraordinaire. Et hier, si vous vous rappelez, Madame... je l'avais là. Excusez-moi. Madame Gilbert de Sardier disait, non, comme tu viens de le dire, Luc, la pathologie trisomie 21 n'est pas d'une extrême gravité. Je ne connais pas dans d'autres pathologies de déficience intellectuelle de l'enfant des jeunes qui resteraient comme ça calmement à écouter, à s'intéresser de ce que leur vie va devenir, et je fais le pont entre les différents aspects, va devenir sur le plan clinique, médical, sur le plan sociétal, sur le plan de leur vie quotidienne, des appartements dans lesquels ils vont vivre, de la façon dont ils vont travailler et comment ils vont avoir une vie la plus normale possible. Je pense que les mots ont un sens. Vous savez que je suis très embêtante pour les mots. Je pense qu'on est passé de mongolien à trisomique et à porteur de trisomie et à avec une trisomie ou né avec une trisomie. C'est pas par hasard que j'ai mis ce terme né avec une trisomie. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai trouvé ou je l'ai repris quelque part. Bien parce que ça fait le pont avec le diagnostic le plus précoce. On sait maintenant sur le plan médical, quand un enfant naît
avec une déficience intellectuelle, avec une trisomie 21, qu'on peut mettre en place dans les déficiences annexes, qui ne sont pas du domaine intellectuel, des prises en charge très précoces. L'oropraxie, les pathologies cardiaques, etc., les vaccinations, hein, je maintiens que c'est très important, et donc peut-être que dès la naissance, voire chez la maman enceinte, on pourra, pas aujourd'hui, peut-être demain, mais pour faire ça, trouver des pistes thérapeutiques, mais pour faire ça, eh bien, il faut qu'il y ait de la bonne recherche, il faut qu'il y ait des bonnes preuves de concept, comme il a été dit, il faut de l'éthique, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce qu'on a essayé dans ce colloque, c'est de vous montrer qu'il y a de nouveaux horizons pour la trisomie 21. Ces nouveaux horizons sont en liaison avec d'autres pathologies. La trisomie 21 n'est pas isolée de la société, le X fragile n'est pas isolé de la société. Il faut qu'on travaille tous ensemble. J'ai essayé de vous montrer un chemin, j'espère que ça progressera. Et puis, il n'y a pas que la déficience intellectuelle, il y a la façon dont ils marchent, dont ils font du sport, la façon dont ils dorment, etc. Une personne, comme a dit Ézéchiel, c'est un tout avec des courants électriques de partout. À nous de faire en sorte que notre société accepte des défauts de courant électrique, comme ils acceptent des défauts de mise en route des exposés. Et je crois que d'abord, je crois que ça s'est assez bien passé, malgré mes craintes. Tout le monde sait qu'il y a 3 semaines, j'avais dit c'est fini, il n'y aura pas de congrès, enfin du moins moi. Donc je voudrais terminer en vous remerciant tous et surtout en remerciant les gens qui ont pu faire que ce colloque ait lieu. Jacques Costil, Jean-Louis Faure, Élodie qui vous a conçu les badges, qui a fait un travail absolument énorme, qui a un M2 et qui voudrait bien continuer en recherche, mais qui ne trouvera pas de bourse, très certainement, parce qu'il faut savoir, quand vous parlez de sous, que pour qu'en France, il y ait un étudiant qui fasse une thèse, que ce soit sur le X fragile, l'Alzheimer ou la trisomie 21, c'est le même tabac, il faut 3 ans en caisse de crédit, c'est-à-dire à peu près 80 000 € en caisse au départ. Sinon, l'étudiant ne peut pas être inscrit et donc le travail ne se fera pas. Il ne suffit pas de donner des crédits de recherche. Il faut qu'il y ait des jeunes avec des idées nouvelles et pas des œillères, comme dirait Ézéchiel, et pour que ça avance. Et c'est vrai pour toutes les pathologies. Et on avancera les uns les autres si on se parle et on échange. Alors j'ai oublié quand même, enfin j'ai divergé comme je fais souvent, d'autres gens ont aidé à la préparation de ce colloque et sans eux ce colloque n'aurait pas eu lieu. Jean-Marc Richard de Lyon, Monsieur Lagier de Marseille qui prendra le relais, je pense, pour l'année prochaine. Et j'ai dû certainement oublier... Trisomie 21 France, évidemment. Monsieur Lagier représente l'UNAPI, l'ADPI Papillon Blanc, et j'ai évidemment oublié des gens, en particulier ceux qui n'ont pas pu venir à cause du sport, hein, on a inclus le sport, ceux qui sont en train de faire les championnats de France de ski alpin, c'est-à-dire l'Ariste de Grenoble. Voilà, je vous remercie tous, ceux qui sont venus de loin, ceux qui nous ont appris à penser différemment le handicap, la déficience intellectuelle dans notre société, en espérant que les pistes qu'on a ouvertes vont se continuer grâce à toutes ces actions des associations et que les personnes avec trisomie 21 seront incluses dans la société, ou plus exactement, que la société ne les regardera plus comme des personnes à part. Merci de votre présence.